Il peut sembler difficile à croire, mais dans la tribu Urani, la conception de la vie se présente comme un tout indissociable, une harmonie où chaque élément trouve sa place dans un équilibre naturel. Au fil des journées, ses membres vivent en communauté, partageant des repas composés de viande de singe, une pratique profondément enracinée dans leurs traditions ancestrales, mais également essentielle à leur survie dans cet environnement sauvage. Leur existence se déploie dans un coin reculé de la jungle amazonienne, loin des grandes villes et de la modernité. Dans cette région isolée, les femmes, dont la beauté s'exprime aussi à travers des choix originaux, portent des bikinis confectionnés à partir de feuillages prélevés dans la végétation luxuriante qui les entoure. Ces tenues, faites de feuilles soigneusement assemblées, transforment la forêt tropicale en une garde-robe vivante, un véritable défilé naturel où la nature devient leur vêtement quotidien. Les femmes Urani exhibent également avec fierté de grandes boucles d'oreilles, véritables symboles de leur beauté et de leur identité culturelle. La taille de ces ornements joue un rôle crucial dans leur perception de la féminité. Plus la boucle d'oreille est volumineuse, plus la femme est considérée comme désirable, incarnant la beauté selon leur regard traditionnel. Ce qui rend cette pratique encore plus remarquable, c'est la taille inhabituelle de certains individus, qui naissent avec 6 doigts aux pieds, voire aux jambes. Intrigués ? Restez avec nous, car vous allez plonger dans un univers fascinant, celui de la tribu Urani, où secrets et traditions sont si profondément ancrés qu'ils restent presque inconnus des étrangers. Dans cette région reculée, il n'existe ni ville ni route pavée, ni électricité ou téléphone portable. La jungle dense de l'Amazonie, avec ses cris d'oiseaux, ses bruits de faune sauvage, forme le seul environnement quotidien de ses habitants. Bienvenue dans le monde des Urani, une communauté qui vit à l'écart de la civilisation, dans un isolement volontaire au cœur de forêts équatoriennes luxuriantes. Si la tribu Imba en Namibie est célèbre pour ses vêtements simples, faits de peau tannée, les Urani suivent une tradition tout à fait différente, basée sur un habillement naturel et organique. Leur tenue, un bikini élaboré uniquement à partir de feuilles et de fibres végétales, reflète leur profonde connexion avec la nature. Hommes, femmes et enfants portent également un cordon appelé komi, noué autour du corps, qui constitue un symbole puissant. Chez les hommes, le komi dépasse le simple vêtement, il représente la force, la masculinité et la domination, des valeurs fondamentales dans leur société. Les femmes et les enfants portent également ce cordon, mais dans une version plus fine, plus modeste, adaptée à leur âge et à leur rôle. La manière dont les filles commencent à porter le komi est significative. Elles se couvrent de feuilles, symbolisant leur passage à l'âge adulte ou leur intégration dans la communauté. Ces images impressionnent par leur simplicité et leur harmonie avec la nature, soulignant la profondeur de leur lien avec l'environnement et la transmission des traditions d'une génération à l'autre. Oseriez-vous porter un bikini de feuilles en public, comme le font ces femmes? La question reste ouverte, et vous pouvez partager votre avis dans les commentaires. Une autre caractéristique essentielle de leur mode de vie réside dans leur pratique ancestrale d'escalade des arbres, une compétence vitale pour leur survie dans cette jungle impénétrable. Leur existence se déroule littéralement dans la canopée, où ils grimpaient aux grands arbres pour atteindre fruits, nids ou refuges, une habitude qui a façonné leur physique au fil des générations. La chasse aux singes et autres petits animaux constitue leur principale source de nourriture. Ils utilisent des armes primitives mais efficaces, telles que des lances et des sarbacanes, pour capturer leurs proies dans ce milieu difficile. La vie dans cette jungle hostile, combinée à une diversité génétique limitée et à l'exigence constante de l'escalade, a conduit à certaines particularités physiques chez eux. Beaucoup de membres de la tribu présentent une particularité étonnante. Ils sont nés avec 6 doigts, aussi bien aux mains qu'aux pieds, et ces membres supplémentaires sont parfaitement fonctionnels. Il est également intéressant de noter que la forme de leurs pieds évolue avec l'âge. Chez les jeunes, ces 6 doigts sont souvent plus visibles et distincts, mais à mesure qu'ils grandissent, leur morphologie peut changer, s'adaptant aux exigences de leur vie quotidienne. Ce phénomène unique témoigne de l'adaptation remarquable de cette tribu. Les tout premiers êtres humains naissaient avec des orteils parfaitement droits, adaptés à leur environnement immédiat. Cependant, au fil du temps, à mesure que nos ancêtres grimpaient aux arbres, parcouraient des terrains accidentés et s'adaptaient aux conditions changeantes de la nature sauvage, leurs jambes et leurs membres ont évolué pour répondre à ces nouveaux défis. Ces transformations remarquables témoignent de la puissance incommensurable de la résilience humaine, de cette capacité à s'ajuster, à évoluer face à des environnements extrêmes et souvent hostiles. Partout dans le monde,
les populations humaines ont développé des adaptations spécifiques pour survivre et prospérer dans des conditions qui, pour d'autres, seraient insurmontables. Par exemple, en Malaisie, les nomades des mers ont acquis une aptitude exceptionnelle à plonger en profondeur dans l'eau, à retenir leur souffle pendant de longues minutes, leur permettant ainsi de collecter des trésors précieux enfouis sous la surface aquatique. Leur savoir-faire s'est transmis de génération en génération, leur conférant une maîtrise rare de leur corps dans cet univers sous-marin. De l'autre côté du globe, en Europe du Nord, des peuples anciens ont évolué pour posséder une peau plus claire, une adaptation stratégique à des saisons où l'ensoleillement est faible. Cette modification leur permet d'absorber efficacement la vitamine D, essentielle à leur santé, dans un contexte où la lumière solaire se fait rare. Cela soulève une question fascinante. Que signifie réellement vivre en harmonie totale avec la nature? Quelles sont les implications de cette symbiose profonde, d'un mode de vie où l'homme devient une extension de son environnement naturel? Au cœur même de l'Amazonie, dans une région où la densité de la forêt dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer, vit une tribu appelée les Waorani. Leur existence est si intimement liée à la forêt qu'il devient presque impossible de distinguer où commence le territoire de la jungle et où s'arrête leur propre identité. Leur mode de vie semi-nomade les conduit à suivre les rythmes des saisons, la maturation des fruits, la migration des animaux, et à s'adapter en permanence aux changements de leur environnement. Leur intuition leur indique instinctivement où trouver de la nourriture lorsque la saison des pluies débute, ou comment exploiter l'évolution de la végétation pour leur survie. La jungle n'est pas simplement leur habitat, elle constitue un lieu sacré, un espace vivant, un être sensible qu'ils respectent profondément. Leur connaissance des plantes est prodigieuse. Pour eux, chaque feuille, chaque racine, chaque écorce a une fonction précise. Lorsqu'un membre de la tribu est blessé, ils savent immédiatement quelles plantes agiront comme des pansements naturels, surpassant souvent l'efficacité de nombreux médicaments modernes. Leur relation avec la nature ne se limite pas à la survie. Elle est spirituelle, curative, inscrite dans une tradition millénaire qui unit l'homme et la forêt dans une harmonie parfaite. Mitch Anderson, fondateur de l'organisation Amazon Frontlines, travaille auprès de ces peuples depuis de nombreuses années, témoignant de leur sagesse ancestrale. Il se remémore avec admiration comment, en quelques instants seulement, les femmes de la tribu identifient une multitude de plantes médicinales, un savoir que les botanistes mettent parfois des années à acquérir. La finesse de leurs connaissances dépasse tout ce que la science occidentale peut offrir. Un autre chercheur, Joe Kane, a raconté en détail dans son livre intitulé « Sauvage » ses expériences de communication avec ces communautés, révélant leur talent exceptionnel pour chasser, se déplacer dans la jungle dense avec une aisance déconcertante, munis de simples outils et d'une intuition aiguisée. Leur capacité à se fondre totalement dans leur environnement, à disparaître littéralement parmi la végétation, résulte de siècles d'expérience, de survie en harmonie totale avec la nature sauvage. Souvenez-vous des festins que nous avons évoqués avec les singes, ces moments où la convivialité et la communion avec la faune locale prennent tout leur sens. Vous vous demandez peut-être comment ces rassemblements se déroulent, ce qu'ils mangent ou comment ils préparent ces repas si spéciaux. Soyez patients, car je vais vous révéler tous ces détails très bientôt. Mais, avant tout, permettez-moi de vous faire une petite demande. Si ce voyage dans l'univers de ces peuples extraordinaires vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à activer la cloche de notification. Dans un monde où chaque jour révèle ses merveilles, il n'est pas rare de croiser des récits captivants, empreints de traditions ancestrales et de modes de vie singuliers, qui éveillent la curiosité et nourrissent l'imagination. Parmi ces histoires fascinantes, celles qui concernent les peuples vivant en harmonie avec la nature, souvent isolés dans des territoires reculés ou au cœur de forêts luxuriantes, occupent une place à part. Ainsi, dans les régions densément peuplées et au sein de la magnifique jungle amazonienne, des tribus appelées les maîtres rassembleurs, ou encore les Arani, perpétuent des modes de vie profondément ancrés dans leurs relations sacrées avec leur environnement. Leur alimentation se fonde principalement sur la chasse, une activité qu'ils considèrent bien plus qu'un simple moyen de subsistance. Parmi les nombreuses sources de nourriture, les singes occupent une place essentielle, leur apportant une précieuse source de protéines. Ces chasseurs traditionnels utilisent des méthodes ancestrales, transmises de génération en génération, qui respectent un équilibre fragile entre l'homme et la nature. Pour eux, cette pratique ne se résume pas à une nécessité biologique, mais s'inscrit dans une philosophie de vie où chaque animal capturé devient un compagnon spirituel,
un être avec lequel ils entretiennent une relation de respect et de gratitude. Après chaque chasse, ces tribus célèbrent ce moment solennel en préparant et en partageant un repas, un rituel qui scelle leur lien avec la forêt et avec la vie elle-même. Leur technique culinaire, simple mais efficace, vise à préserver au maximum le goût et la valeur nutritionnelle des aliments. Le résultat est un festin aux saveurs riches, authentiques, souvent copieux, qui évoque l'abondance et la générosité de la nature. Mais ces rassemblements ne se limitent pas à la simple consommation de nourriture, ils constituent aussi des occasions de rituels spirituels et de célébration, où la tribu exprime sa gratitude envers la terre, la forêt, et la vie qui s'y déploie. Les croyances de ces peuples leur enseignent que consommer certains animaux sacrés leur confère force, clarté d'esprit et sagesse, leur permettant de vivre en harmonie avec la faune qui les entoure. La relation avec la nature n'est pas seulement utilitaire, mais profondément spirituelle, un rapport d'échange et de respect mutuel. Dans d'autres régions du monde, des objets précieux et symboliques peuvent aussi être trouvés dans des communautés qui partagent cette même philosophie. À titre d'exemple, en Tanzanie, la tribu Hadza, l'un des derniers peuples authentiques de chasseurs-cueilleurs, mène un mode de vie nomade qui leur permet de préserver leur lien ancestral avec la nature sauvage. Lorsque la chasse de singes devient leur activité, les hommes Hadza déploient une habileté et une précision qui laissent sans voix. Leur savoir-faire, transmis par des générations de chasseurs expérimentés, est d'une rare finesse, témoignant d'une maîtrise innée des techniques de traque et de capture. Leur manière de préparer ces animaux rares, souvent considérés comme un trésor, est une véritable œuvre d'art culinaire, mêlant simplicité et respect profond pour la vie qu'ils s'apprêtent à consommer. Il est difficile pour ceux qui ne connaissent pas cette culture de concevoir la façon dont ils s'y prennent. Leur préparation, leur cuisson, leur partage sont empreints de gestes précis et de rituels silencieux, révélant une relation presque sacrée avec la nature. Leur mode de vie, à la fois discret et profondément enraciné dans leur identité, offre un aperçu unique de l'harmonie possible entre l'homme et l'environnement sauvage. Pour découvrir tout cela, il suffit d'un seul clic pour plonger dans une vidéo exclusive intitulée « Festin de singes et vie avec plusieurs femmes parmi la tribu Hadza ». En la regardant, vous serez transporté dans un univers étonnant, où traditions ancestrales et savoir-faire exceptionnels se mêlent pour raconter une histoire différente, une histoire de survie, de spiritualité et d'équilibre. En Iran, un autre regard sur la vie, la famille et les relations humaines s'offre à ceux qui souhaitent percevoir la société sous un prisme différent. La culture locale y manifeste une conception de l'intimité qui contraste fortement avec les normes occidentales modernes. Dans cette société, la vie privée n'est pas seulement considérée comme un domaine à protéger, mais comme une partie intégrante de l'existence, où la liberté d'explorer ses sentiments et ses désirs n'est pas entravée par des interdictions ou des tabous stricts. Les relations amoureuses, dans cette culture, ne sont pas considérées comme un sujet. Une telle ouverture pourrait-elle, en se concentrant sur la communauté, révéler que nos visions du monde prennent souvent racine dans ce qui nous est familier, dans ces sociétés où chaque détail de la vie quotidienne s'inscrit dans un tissu de traditions profondément ancrées. Ou bien cela serait-il trop éloigné de notre modèle habituel, trop différent pour être compris sans effort? Je vous invite à partager votre point de vue dans les commentaires, car je suis sincèrement curieux de connaître votre opinion sur cette question. L'attitude du Rari, empreinte d'ouverture face aux interrogations sur l'amour, n'est que le prélude à un ensemble de traditions tout aussi étonnantes qu'incroyables, façonnées par leur vision du monde et leur mode de vie. Leurs coutumes matrimoniales, par exemple, s'inscrivent dans une logique familiale où les rôles et les relations révèlent des racines très profondes, témoins d'un mode de vie traditionnel et solidement ancré dans leur histoire. Dans la société urarienne, il est courant que les mariages s'inscrivent dans des liens de parenté étroits, souvent entre cousins, sœurs ou autres proches parents. Ces unions ne sont pas considérées comme inhabituelles ou étranges, mais plutôt comme un moyen de renforcer les liens entre différents clans, permettant ainsi de préserver l'unité tribale et de maintenir le tissu social intact. La pratique de marier des proches n'est pas simplement une coutume isolée, elle constitue une stratégie sociale essentielle, visant à consolider la cohésion et l'identité collective de leur groupe. Chez certaines communautés urariennes, il n'est pas rare que les hommes aient plusieurs épouses. Bien que la polygamie ne soit pas une règle universelle, elle demeure une norme dans certains contextes, apportant avec elle des conséquences pratiques concrètes. Avoir plusieurs épouses permet d'accroître l'efficacité dans la gestion des tâches quotidiennes, plus d'aide pour la collecte de nourriture, pour l'éducation des enfants ou encore pour la gestion des fermes familiales.
Dans un environnement aussi difficile que celui de l'Amazonie, où chaque jour représente un défi pour la survie, la répartition des responsabilités devient vitale. La famille ne se limite pas à une simple unité sociale, elle devient une véritable organisation de survie, adaptée aux exigences de la vie dans la jungle. L'éducation des jeunes constitue également une priorité essentielle au sein de cette société. Les aînés, ainsi que les tantes, oncles et cousins, jouent un rôle actif dans ce processus, transmettant de génération en génération les compétences indispensables à la vie dans la forêt. L'apprentissage de la survie, des techniques de chasse, de cueillette ou encore de fabrication d'outils ne se fait pas uniquement par l'école ou par des instructeurs formels, mais par l'immersion dans la vie quotidienne, par l'échange en famille et entre proches. Ce système éducatif familial et communautaire ne se limite pas à la simple transmission de savoirs techniques, il forge aussi des liens solides, renforçant la cohésion sociale et assurant la pérennité de leur mode de vie. La famille, pour les Urari, dépasse la simple unité de la société, elle devient leur force, leur école, leur stratégie de survie, leur véritable refuge au cœur même de la jungle impénétrable. Les habitants de l'Amazonie, notamment ceux d'Arani, mènent une existence à la fois unique et fascinante, profondément ancrée dans un mode de vie qui peut sembler incroyable pour un œil extérieur. Les femmes y jouent un rôle central, notamment dans la préparation d'une boisson traditionnelle appelée chicha. Cette boisson fermentée, élaborée à partir de racines de manioc, occupe une place primordiale dans leur quotidien. Le manioc, racine féculente très courante dans cette région, constitue la matière première de cette boisson si particulière. La fabrication de la chicha est un processus qui peut sembler inhabituel voire surprenant pour ceux qui découvrent cette tradition pour la première fois. La racine de manioc est d'abord soigneusement nettoyée, puis bouillie, avant d'être mâchée par les femmes, étape essentielle du procédé. Ce procédé, bien que déroutant pour ceux qui ne connaissent pas cette tradition, repose sur un principe simple mais ingénieux. En mâchant la racine, les femmes décomposent l'amidon qu'elle contient, ce qui déclenche un processus de fermentation. La fermentation, en transformant le manioc en une boisson à faible teneur en alcool, confère à la chicha ses caractéristiques particulières. La durée de fermentation varie d'un lot à l'autre, ce qui explique pourquoi chaque préparation possède un goût et une intensité légèrement différents. La fabrication de la chicha n'est pas seulement une tâche quotidienne, mais un véritable rituel lorsque les Waorani prennent le temps de peindre leur corps avec des pigments issus de colorants naturels, ils transforment leur peau en une véritable œuvre d'art vivante, un récit silencieux qui évoque la richesse de leur patrimoine ancestral et souligne l'intime lien qu'ils entretiennent avec leur terre natale. Parmi ces colorants, certains, d'une intensité remarquable, ont été utilisés depuis la nuit des temps pour leur éclat saisissant, notamment celui tiré de la plante d'Itakita, qui confère à la peau une teinte rouge profonde, presque vibrante. Mais cette couleur audacieuse n'est pas choisie au hasard. Elle porte en elle une signification bien plus profonde, un symbole chargé de sens. Le rouge, dans la culture des Varanas, ne se limite pas à une simple teinte chatoyante. Il incarne la force, la puissance et le lien ancestral qui unit le présent à ses origines. Cependant, ces motifs et ces dessins ne sont pas de simples décorations esthétiques. Chacun d'eux, méticuleusement tracé, véhicule un message précis, un signe spécifique. Que ce soit pour se préparer à la chasse, à une bataille ou pour exprimer un état émotionnel particulier, la peinture corporelle devient une expression rituelle, une manière de communiquer sans mots, un langage codé dont chaque trait, chaque courbe, reflète une intention ou un vécu. Elle dépasse la simple tradition. Elle devient une composante essentielle de leur existence, une partie intégrante de leur identité collective. Dans cette culture, chaque boucle, chaque ligne tracée sur la peau raconte une histoire, une signification particulière ou une étape de leur parcours. La peinture corporelle, dans cette perspective, n'est pas une simple cérémonie passagère, mais plutôt une pratique vivante, profondément ancrée dans leur manière de voir le monde. Elle symbolise une connexion intime et sincère avec la Terre, un rappel constant de leur lien indélébile avec la nature. Dans un monde qui tend de plus en plus à s'éloigner de ses racines naturelles, la tradition de la peinture corporelle chez les Waorani offre une fenêtre précieuse sur un rapport primordial avec leur environnement. Elle constitue une forme d'expression de leur conscience écologique, de leur respect et de leur harmonie avec la terre qui leur donne vie. Ce regard porté sur des motifs complexes, richement conçus, révèle toute la finesse et la profondeur de cet art ancestral. En observant de près ces dessins, on commence à percevoir toute la beauté et la symbolique qui s'y cachent,
souvent dissimulés au regard non averti. La fascination pour cet exotisme, si souvent évoqué, réside précisément dans ces détails subtils, ces éléments uniques qui forgent une identité forte, un sens de la beauté propre à leur culture. Pour les peuples des forêts amazoniennes, l'étirement et le perçage des oreilles ne sont pas de simples tendances ou des modes passagères, mais des éléments fondamentaux de leur patrimoine culturel. Ces pratiques, transmises de génération en génération, incarnent une véritable identité, une façon de signifier leur appartenance et leur statut au sein de la tribu. Dans cette société, plus une femme porte de boucles d'oreilles ou de lobes étirés, plus elle est considérée comme attrayante, symbole de féminité, de beauté et de position sociale. Ces ornements, souvent fabriqués à partir de matériaux issus de la nature, tels que le bois, les os ou les perles, jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur de leur apparence et de leur identité. La quantité et la taille des boucles deviennent ainsi une marque visible de leur statut, un signe de leur appartenance à une tradition ancestrale profondément respectée. L'étirement des lobes, pratique qui s'étend sur plusieurs générations, n'est pas uniquement une question d'esthétique. Elle constitue également un hommage aux ancêtres, une manière de préserver et de perpétuer un héritage culturel. En élargissant leurs lobes, ces femmes créent un espace pour accueillir de plus en plus de grandes décorations, symboles de leur parcours et de leurs valeurs. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique ne se limite pas à une seule culture. Des peuples autochtones à travers le monde, qu'il s'agisse des Massaïs du Kenya ou des Hmong en Thaïlande, partagent des traditions similaires d'étirement ou de perçage des oreilles. Si leurs motivations, leurs matériaux et leurs symboles diffèrent, ces gestes témoignent tous d'un profond désir de signifier leur identité, leur appartenance et leur beauté selon leurs propres critères. Chez les Massaïs, par exemple, les perles colorées et les tubes en argent ornent les lobes pour marquer le passage à l'âge adulte ou pour souligner leur statut social. Chez les Hmong, ce sont souvent l'essence même de leur existence repose sur une vision du monde profondément enracinée dans la spiritualité et le respect de la nature. Chez les Uraris, les oreilles étirées ne symbolisent pas seulement une esthétique particulière, mais incarnent aussi la beauté, la force, et parfois la sagesse ancestrale que ces marques évoquent avec une grande signification. Leur rapport à la forêt d'Urari dépasse largement celui d'un simple lieu de chasse ou de cueillette. C'est un univers vivant, vibrant, peuplé d'esprits qui habitent chaque arbre, chaque rivière, chaque animal, conférant à leur environnement une âme profonde et mystérieuse. La vision du monde des Uraris, mystique et intime, façonne leur spiritualité et influence chaque aspect de leur vie quotidienne, leur manière d'être, de percevoir et d'interagir avec la nature qui les entoure. Ils croient, avec une conviction ferme, que chaque élément de la nature possède son propre esprit ou alma, qu'il s'agisse d'une rivière serpentant à travers la forêt, d'un vent léger qui caresse les feuilles, de grands arbres majestueux ou de jaguars errant silencieusement dans l'ombre. Tous ces êtres et éléments sont dotés d'une conscience propre, et cette croyance imprègne leurs interactions avec le monde naturel, façonnant leur manière de vivre en harmonie avec leur environnement. Pour les Uraris, chaque acte de récolte ou de chasse n'est pas simplement une nécessité vitale pour leur survie, mais constitue un échange sacré avec ces esprits animaux et naturels. Respectueux de chaque créature, ils pratiquent souvent des rituels en signe de gratitude et de respect pour la vie qu'ils prennent, reconnaissant que leur subsistance dépend d'un équilibre fragile et précieux. Tout dans leur monde est interconnecté, chaque élément étant une pièce essentielle d'un vaste et complexe réseau d'harmonie. La coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature constitue la pierre angulaire de leur mode de vie, un principe sacré qui guide leurs actions quotidiennes. Au cœur de cette spiritualité se trouvent les chamans, figures essentielles qui assurent la connexion entre le monde matériel et le royaume spirituel. Les chamans des Uraris ne sont pas de simples figures religieuses, ils sont aussi des guérisseurs, des guides et des protecteurs. Leur rôle dépasse la simple pratique rituelle. Ils possèdent une connaissance profonde de la nature et des esprits, étant le lien vivant entre deux mondes, avec une autorité et un savoir transmis de génération en génération. Dans la tribu Urari, la division des rôles est claire, mais équilibrée. Les hommes se consacrent principalement à la chasse et à la cueillette, des tâches vitales pour assurer la subsistance de tous. Ces activités demandent de l'habileté, de la force physique et une grande expérience, acquise au fil des années de pratique et d'apprentissage. Pourtant, leur contribution ne se limite pas à ces tâches. Les femmes jouent un rôle tout aussi crucial, recueillant la nourriture, la préparant, s'occupant des enfants et assumant des responsabilités essentielles au bon fonctionnement de la communauté.
Leur rôle dépasse largement celui d'assistante ou de simple pourvoyeuse. Elles participent activement aux prises de décision, discutant des ressources, aidant à résoudre les conflits et contribuant à façonner l'avenir du village. Cette organisation sociale, basée sur un équilibre subtil entre hommes et femmes, confère à leur société un sens profond de justice et de cohésion. La reconnaissance mutuelle de chaque contribution forge une stabilité durable et nourrit la prospérité collective. Parmi les aspects particulièrement remarquables de leur culture, l'on trouve la place qu'occupent les femmes dans les relations amoureuses. Contrairement à de nombreuses sociétés modernes où la cour est souvent dominée par l'initiative masculine, chez les Urari, ce sont souvent les femmes qui prennent le premier pas, exprimant librement leur sympathie et leur désir de rapprochement. Cette attitude traduit une conception plus naturelle et libérée de l'amour et du sexe, défiant parfois les idées occidentales traditionnelles sur la romance. Leur conception de l'amour n'est pas seulement une affaire de passion individuelle, mais s'inscrit dans une dynamique communautaire où chaque geste a une signification profonde. Lorsqu'il s'agit d'accoucher, la société Warani valorise avant tout la cohésion communautaire. L'événement de la naissance n'est pas seulement une étape intime pour la famille, mais devient un moment collectif, renforçant le tissu social et affirmant la solidarité qui unit chaque membre de la tribu. Contrairement aux conditions modernes dans lesquelles évoluent aujourd'hui les hôpitaux et le personnel médical, les femmes Warani choisissent encore de donner la vie dans le cadre intime de leur foyer, entourées du soutien chaleureux et solidaire d'autres femmes de leur communauté. Cette tradition ancestrale témoigne de liens profonds et indéfectibles entre les femmes, qui se transmettent de génération en génération un savoir-faire précieux, fait de sagesse, de soins attentifs et de compassion. Lors de ces moments si essentiels, la naissance d'un enfant n'est pas simplement considérée comme un événement individuel ou médical, mais comme une étape sacrée, un acte collectif et rempli d'amour, auquel participent plusieurs femmes, chacune apportant son expérience, sa douceur et ses conseils. La venue d'un nouveau-né est perçue comme une bénédiction, un renouveau de vie qui renforce la communauté tout entière, et chaque naissance devient un symbole de force, d'espoir et de continuité. La fertilité occupe une place centrale dans la culture Warani, à tel point que les femmes enceintes adoptent des régimes alimentaires et des pratiques spécifiques, soigneusement conçus pour assurer la santé, la vitalité et la croissance harmonieuse de l'enfant à naître. Ces régimes incluent souvent une sélection précise de fruits et de plantes, considérés comme ayant des vertus favorisant la vigueur et la robustesse, ce qui témoigne d'un lien profond et respectueux avec la nature environnante. La relation entre la fertilité et la bienveillance envers la terre illustre combien leur mode de vie est intimement lié à leur environnement, et combien ils dépendent de celui-ci pour leur bien-être collectif. La conception d'un enfant n'est pas seulement une question individuelle ou biologique, mais une véritable nécessité pour la survie même de leur communauté. La naissance d'un nouveau membre du groupe constitue un renforcement de l'unité, un rappel constant de la force collective, et une affirmation de leur identité culturelle. Malgré la pression exercée par le processus de modernisation, qui pousse certains à adopter des modes de vie plus occidentaux, un grand nombre de Warani continuent à respecter et à perpétuer leurs traditions ancestrales. Leur quotidien reste étroitement lié à ces pratiques, transmises de génération en génération, telles que la cueillette de plantes sauvages, la conservation des aliments dans la forêt, et la vie en harmonie avec la nature. Ces habitudes, tout en étant essentielles à leur survie, sont également le fondement de leur identité culturelle, témoins vivants d'un patrimoine unique. Pourtant, dans leur vie quotidienne, l'influence croissante des écoles, de la technologie et des échanges avec les touristes commence à faire sentir ses effets, suscitant des inquiétudes parmi les anciens. La crainte majeure réside dans le fait que ces nouveautés, si elles apportent des avantages indéniables, pourraient aussi éloigner les jeunes de leurs racines profondes, en créant un fossé entre leur héritage et le monde contemporain. La génération plus âgée s'efforce de préserver ses traditions, de transmettre un savoir précieux, mais les jeunes Warani se retrouvent souvent déchirés entre leur désir de suivre la voie du progrès et leur attachement à leur culture ancestrale. L'éducation moderne leur ouvre certes des horizons nouveaux, mais elle peut également entrer en conflit avec les valeurs traditionnelles, fragilisant parfois l'équilibre fragile entre passé et avenir. Face à cette tension, certains jeunes s'engagent dans des initiatives visant à maintenir leur identité, tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. Parmi ces initiatives, le tourisme communautaire apparaît comme une solution alternative, permettant à la fois de valoriser leur culture et de générer des revenus.
En organisant des excursions, ils mettent en avant leurs techniques de chasse, leurs artisanats, ou encore leurs récits traditionnels, racontant avec fierté l'histoire de leur peuple. Ces activités leur offrent une double opportunité. D'une part, elles deviennent un espace d'échange culturel où ils peuvent transmettre leur savoir aux visiteurs, et d'autre part, elles leur permettent de percevoir la valeur de leur propre culture à travers le regard extérieur. Le tourisme devient ainsi un vecteur de préservation, permettant à la fois de sauvegarder leur identité et de s'adapter aux évolutions du monde contemporain, tout en restant fidèles à leur héritage. Certaines communautés, telles que celles qui composent le peuple Warani, ne sont pas disposées à accueillir une influence extérieure qui pourrait compromettre leur mode de vie ancestral. En effet, bon nombre d'entre eux privilégient l'isolement, choisissant de demeurer dans les profondeurs mystérieuses et reculées des forêts tropicales de l'Amazonie, afin de préserver leur culture face à l'assaut des technologies modernes et à l'influence étrangère. Ce choix délibéré témoigne de leur désir ardent de maintenir leur identité, leur mode de vie, et leurs traditions sans subir les intrusions et les perturbations que pourrait engendrer une présence extérieure. Le peuple Warani, qui habite dans les hautes terres équatoriennes de l'Amazonie, possède une histoire riche, fascinante, et profondément enracinée dans leur terre ancestrale. Au commencement, ils menaient un mode de vie nomade, parcourant la forêt pour chasser, cueillir, et vivre en harmonie avec leur environnement. Leur existence était alors entièrement tournée vers la nature et ses ressources, qu'ils exploitaient avec une sagesse ancestrale. Cependant, cette façon de vivre a commencé à évoluer dans les années 50 du XXe siècle, lorsque des missionnaires religieux, ainsi que des ouvriers œuvrant dans l'industrie pétrolière, ont commencé à s'installer sur leur territoire. Lentement, de petits villages se sont formés, marquant le début d'une transformation profonde de leur mode de vie traditionnel. Tout au long de leur histoire, les Warani ont toujours défendu avec vigueur leur indépendance et leur culture face à des empires anciens et à des puissances étrangères modernes. Qu'il s'agisse des ambitions coloniales, des entreprises pétrolières ou des missions religieuses, ils ont résisté avec détermination, refusant d'être assimilés ou dépossédés de leurs terres. Pourtant, au fil des décennies, leur territoire a été progressivement réduit, et ils ont dû faire face à de nombreux défis liés à la modernité, déforestation, extraction intensive de ressources, notamment le pétrole, et la saisie de leurs terres ancestrales. Ces menaces pesant sur leur environnement naturel ont aussi des conséquences directes sur leur mode de vie, leur culture et leur spiritualité, car la forêt et ses écosystèmes sont pour eux à la fois un lieu de subsistance et un espace sacré. Malgré ces contacts croissants avec la société extérieure, et l'introduction d'une économie basée sur la monnaie, les Warani maintiennent un lien fort et profond avec leurs terres, qu'ils considèrent comme le cœur de leur identité. La nature leur offre encore aujourd'hui une abondance de ressources essentielles. Les rivières leur fournissent du poisson, les forêts leur donnent des plantes médicinales et des matériaux pour leurs rituels, et les terres nourrissent leur corps. La population Warani, qui se situe entre 2000 et 4000 individus, vit dispersée dans de petits villages disséminés à travers leur territoire ancestral en Amazonie. Bien qu'ils disposent de droits légaux sur environ 800 000 hectares de terre, la majorité des ressources souterraines, telles que le pétrole et le gaz, restent sous le contrôle de l'État, ce qui engendre des conflits incessants concernant la gestion et la protection de leurs terres. L'attractivité de ces territoires, notamment en raison des riches gisements de pétrole enfouis sous la forêt tropicale, suscite de vives préoccupations pour l'avenir du peuple Warani. La forêt, qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour survivre, nourriture, médicaments, habitat, constitue également le centre de leur culture et de leur spiritualité. Toute dégradation de cette terre sacrée pourrait entraîner la destruction de leur communauté, accélérant la déforestation de l'Amazonie, souvent qualifiée de poumon de la planète. La production pétrolière dans leur territoire a commencé dans les années 80 du siècle dernier, lorsque la région de l'Amazonie équatorienne a été explorée intensément par des entreprises occidentales. Cependant, la partie occidentale de cette zone, notamment la région de la Pastaza, est restée relativement intacte durant longtemps, protégée par des accords et des résistances locales. Ce changement de situation s'est produit en 2012, lorsque le gouvernement équatorien a transféré les droits de développement du bloc numéro 22, qui couvre la majorité de leur territoire, à des sociétés pétrolières. Ce transfert a ravivé les inquiétudes des peuples autochtones face à l'exploitation imminente de leurs terres. Certains membres du peuple Warani, après avoir été témoins des conséquences dévastatrices de décennies de forage, ont décidé de se rendre dans le nord de l'Équateur pour rencontrer d'autres peuples autochtones.
À leur retour, ils ont partagé avec la communauté leurs préoccupations croissantes face aux menaces qui pesaient sur leur territoire, et ensemble, ils ont décidé qu'il était impératif de prendre des mesures pour empêcher que de tels dommages ne se reproduisent à l'avenir. Leur premier pas a été d'établir une cartographie précise, un outil essentiel pour identifier clairement les zones vulnérables, les points névralgiques où leur territoire nécessitait une protection renforcée, notamment dans le cadre d'une stratégie de contraction élaborée avec minutie pour faire face aux développements nuisibles qui se préparaient. En parallèle, les Warangi ont entamé une collaboration active avec deux organisations majeures, la coalition Alliance Siba, rassemblant 4 peuples autochtones d'Équateur, à savoir les Kafan, Sikopey, Siona et Warangi, ainsi que l'organisation Les Lignes de Front d'Amazon. Ces partenariats ont permis de renforcer leur action collective, en réunissant des spécialistes internationaux qui, en étroite collaboration avec Alianza Shiba, ont contribué à la mise en œuvre de diverses initiatives concrètes. Parmi celles-ci, l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau propre, essentiels à la santé et au bien-être des habitants, a été une étape cruciale, tout comme la fourniture d'un soutien juridique visant à défendre leurs droits face aux menaces croissantes. Les habitants d'Urani, profondément liés à leur terre, ont créé leur propre carte, illustrant leur connexion intime avec le territoire natif, avec pour objectif de mobiliser un appui plus large en faveur de leur cause. Leur détermination a été mise à rude épreuve en 2018, lorsque le gouvernement équatorien a annoncé son intention de procéder à une vente aux enchères de parcelles pétrolières situées sur leur territoire. Plus de 7 millions d'acres, comprenant des zones de forêt tropicale et des terres précédemment étudiées pour des projets de cartographie, étaient désormais menacés. Face à cette menace, Urani a intenté une action en justice pour défendre ses droits, s'appuyant sur le soutien d'organisations telles qu'Amazon Frontlines et la démocratie numérique, qui ont relayé leurs cartes et leurs revendications via Internet, intégrant leur lutte dans un mouvement plus vaste à l'échelle mondiale. La carte qu'ils ont créée mettait en avant la richesse exceptionnelle de la biodiversité locale, ainsi que l'importance culturelle de leur patrimoine, tout en soulignant les dangers que la production pétrolière pourrait faire peser sur leur environnement et leur mode de vie. En 2019, la justice a rendu une décision cruciale. Le tribunal a estimé que le gouvernement n'avait pas respecté les processus de consultation préalable avec la communauté autochtone, ce qui a conduit à l'annulation du projet d'exploitation pétrolière sur cette zone. Cette victoire a permis de préserver environ 500 000 acres de forêt tropicale, un résultat qui a constitué un précédent déterminant, non seulement pour les peuples autochtones d'Équateur, mais aussi pour ceux de l'étranger, en illustrant la puissance de leur mobilisation collective pour défendre leurs terres. La démarche de création de ces cartes ne s'est pas limitée à leur simple réalisation. Elle a également impliqué un processus éducatif riche et participatif. Des ateliers ont été organisés dans plusieurs villages, où les anciens et les jeunes ont travaillé ensemble pour enregistrer, transmettre et transmettre à leur tour leurs connaissances culturelles et écologiques, consolidant ainsi leur identité et leur unité face aux enjeux de leur avenir commun. Cette collaboration a permis à Urani, en quelque sorte, de se préparer à la lutte juridique qui l'attendait, en incarnant leur aspiration profonde à protéger leurs terres pour que les générations futures puissent continuer à vivre en harmonie avec leur environnement. J'espère que cette histoire vous a touché. La vidéo d'aujourd'hui témoigne de cette lutte, et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications riches en découvertes. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à produire du contenu toujours plus captivant. Pensez également à regarder la vidéo suivante, qui apparaîtra sur l'écran, car je suis convaincu que vous y trouverez des éléments qui vous passionneront. N'oubliez pas de partager vos impressions en commentant le pays qui vous a le plus captivé, afin que nous puissions poursuivre notre exploration ensemble dans les prochains épisodes. Votre participation est précieuse, car elle nous aide à orienter nos découvertes vers des destinations qui vous fascinent et vous inspirent. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, votre attention est sincèrement appréciée. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure, lorsque nous vous donnerons rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt, et encore merci pour votre soutien.